Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où je vais vous parler un peu des éditions Draco, nouvelle venue dans le monde de la bande dessinée et de la jeunesse. Et d'abord, je vais commencer par me présenter moi-même. Donc, je suis Christophe Arleston, je suis avant tout scénariste depuis plus de 25 ans maintenant. Scénariste de nombreuses séries de bandes dessinées, L'Orfeuse de Troie, Troll de Troie, les Holoden, les Naufragés d'Ithaque, les Forêts d'Opale, les Monde Miroir, enfin voilà, pas mal de séries qui ont su trouver leur public et plusieurs dizaines de millions d'albums lus au fil des décennies précédentes. Donc voilà, il y a quelques années, Olivier Sulpice, le patron du groupe Bambou, est venu me voir parce qu'il voulait monter un département fantastique, fantasy, imaginaire dans le groupe Bambou. Et à ce moment-là, nous avons convenu de créer Draco. Et Draco, c'est donc une structure entièrement dédiée aux imaginaires à travers toutes les tranches d'âge et tous les types d'imaginaires. C'est-à-dire qu'on peut être dans du fantastique contemporain ou historique, dans du féerique, dans de la fantasy, dans de la science-fiction. Tout ce qui concerne les imaginaires est bienvenu chez Draco. Et Draco, aujourd'hui, c'est une cellule éditoriale de 3-4 personnes qui est à Aix-en-Provence. Et puis, au siège du groupe Bambou, à Mâcon, tous les services habituels d'une maison d'édition, les graphistes, la fabrication, le marketing, les services techniques, voilà, et tous ceux qui gèrent les relations avec les imprimeurs. Alors une nouvelle maison d'édition, on peut se demander pourquoi. Pourquoi? Eh bien, pour faire entendre de nouvelles voix. C'est ce qui nous intéressait, et l'idée, ça a été d'aller chercher des romanciers en particulier, et des romancières, qui écrivaient déjà pour la jeunesse, le young adulte, ou pour la littérature générale, et de les intéresser aux techniques de la bande dessinée. Ce sont des gens qui ont fait la preuve de leur talent, tout ce qu'ils peuvent avoir à dire et de l'intérêt qu'il peut y avoir à écouter leurs histoires. Ils avaient juste à apprendre la technique de la bande dessinée. La technique de la bande dessinée, il se trouve que je la pratique en tant qu'auteur depuis assez longtemps pour pouvoir la partager avec eux. Et comme ce sont des professionnels talentueux, ils ont tous très vite compris quelles étaient les principales différences entre un roman et un album de bande dessinée. Pour ceux que ça intéresse, je peux l'expliquer en 2 mots, très rapidement. Déjà, un album de bande dessinée, c'est une quantité d'histoire beaucoup plus courte qu'un roman. C'est une longue nouvelle, c'est ce que les Américains appellent une novella, le format novella. Ensuite, la bande dessinée, on n'a pas le point de vue introspectif d'un narrateur. On peut l'avoir à travers quelques commentaires, mais ça peut vite tourner à l'artificiel, donc c'est un point qu'il faut limiter. Le dialogue en règle générale doit être limité parce que la surface des bulles, c'est de l'espace qui est pris. Et surtout, le plus important, c'est le type de narration. Le roman et le cinéma sont assez proches dans le sens où ils racontent des histoires en plan continu. On peut suivre quelqu'un qui rentre dans une pièce, s'assied dans un fauteuil et attrape un verre d'eau. Ça prend 1 seconde et demie au cinéma, dans un roman à décrire. Dans une bande dessinée, ça sera forcément 3 images. Une image où le personnage entre dans la pièce, une image où il s'assied dans le fauteuil et une image où il attrape le verre d'eau. C'est-à-dire que toute la technique de la bande dessinée consiste à savoir découper et savoir choisir chaque image. Donc, voilà, je m'égare un petit peu. Mais donc voilà, pour les romanciers, nous avons donc trouvé des romanciers qui aimaient la bande dessinée et qui avaient envie de se frotter à l'exercice. Alors certains avaient déjà touché à la BD, comme Audrey Alouette ou Isabelle Botian, d'autres non, comme Olivier Gay, Aurélie Wellenstein, Gabriel Katz, Pierre Pével, et d'autres à venir. Je ne vais pas dévoiler tous les noms de tout ce qui n'est pas encore finalisé, mais je note que mon idée ne devait pas être tout à fait mauvaise puisque d'autres éditeurs m'ont emboîté le pas.
Alors chez Draco, j'ai pris le parti de ne pas faire de collection, parce que les collections, ça peut vite enfermer les livres, ou alors on a des collections avec des livres très disparates et finalement ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a deux grands axes qui se dégagent chez Draco, des albums qui sont plus destinés à un public ado-adulte, ou jeunesse jusqu'à ado et jusqu'à tout public, puisque la vieille formule d'Hergé, 7 à 77 ans, est quand même très vraie dans beaucoup de cas, en tout cas pour les albums que je publie, parce que je tiens toujours à ce qu'il y ait à la fois du divertissement, mais aussi du fond, et que les albums soient là pour dire quelque chose. Très souvent, les imaginaires, en réalité, c'est un moyen de parler de nous, de parler de notre société, avec une version un peu décalée. On peut voir ça comme une pudeur, ne pas aborder les choses directement dans notre monde, mais passer par le filtre de l'imaginaire pour mieux prendre ce petit pas de côté et regarder notre monde. Donc je passerai un peu plus vite aujourd'hui sur des séries comme Les Artilleuses, Le Paris des Merveilles, D'Entracon, Les Damnés du Grand Large, Wanted et bientôt Gueule de Cuir, pour plus, dans le cadre de Montreuil, parler de séries qui s'adressent aux plus jeunes tout de suite, comme Le Grimoire d'Elphi, Le Jardin des Fées, Equinox, et une série dont je vais vous parler que j'adore vraiment et qui va commencer, qui s'appelle Léonard. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu mieux Draco, je vais vous présenter les albums qui vont sortir en 2024. On aura 16 albums. Je commence par ceux qui s'adressent plus aux ados et aux grands ados de tous âges d'ailleurs. Et le premier album dont je veux vous parler, c'est L'Épéiste, le premier tome d'une série qui s'appellera Gueule de Cuir. Un justicier masqué dans le Paris des Trois Mousquetaires, un scénario du célèbre romancier Pierre Pével qui explore une de ses périodes fétiches, et Stéphane Créti au dessin qui parvient à créer des ambiances et une narration dans lesquelles on se laisse prendre avec bonheur et on frémit surtout avec bonheur. Ensuite, il y a La Venise des Louves. La Venise des Louves, c'est une histoire complète, un one-shot de la romancière Aurélie Wellenstein qui se déroule dans une Venise décalée. Un beau jour, une des îles s'éteint et plus personne n'en revient. Et d'étranges gondoliers viennent rançonner la population. C'est une des premières histoires que Aurélie Wellenstein m'avait proposées. Les hasards de la vie éditoriale font que l'album a mis 4 ans à sortir, mais derrière cette intrigue de thriller, on a une belle réflexion sur la vengeance, et c'est ce qui m'avait beaucoup plu, avec une surprise finale qui fonctionne très très bien. Ensuite, on a L'Ogre-Lion, tome 3. C'est la fin de la trilogie de Bruno Bessadi. C'est une belle réussite. Le parcours de ce roi lion qui a perdu la mémoire, qui se croit responsable de la mort de ses enfants. Et Bruno a su créer un monde attachant avec des relations complexes entre les carnivores, les herbivores. Et comme toutes les bonnes histoires, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, sous son aspect décalé, c'est de notre monde qu'elle parle au fond. Et donc là, on a une très belle conclusion. Un nouvel album, une nouvelle série qui va s'appeler Les Mages de Bonaparte. Là aussi, un complexe historique bien décalé de la part du romancier Olivier Gay, puisqu'on est dans une fin de XVIIIe siècle où les puissants s'affrontent par l'entremise de créatures fantastiques. Et on découvre... Eh ben non, je peux pas vous le dire. Non, non, là il y a un suspense insoutenable et on va rester dans le suspense. On va pas vendre la peau de l'ours. Alors l'an dernier, on avait sorti un western fantastique qui s'appelait Wanted, qui a été une belle réussite, dessiné par Stephen Dont. Et on continue avec le même dessinateur cette année sur Skinwalker. Skinwalker, c'est un scénario du romancier Gabriel Katz.
Et c'est une cantatrice new-yorkaise en fin de carrière qui hérite de la part d'un admirateur d'un manoir au fin fond des montagnes enneigées du Montana. Et elle a donc tout un périple à parcourir pour y parvenir. Et à l'arrivée, elle découvre que c'est pas vraiment une vie de châtelaine qui l'attend, mais que comment dire, les vieilles légendes des Indiens de cette région ont beaucoup inspiré Gabriel. Il a su en tirer une histoire vraiment surprenante. Un changement complet d'univers et de décor avec Opportune. Opportune, on dérive cette fois dans un monde purement imaginaire, un monde de bateaux volants dans les nuages où Opportune est une capitaine corsaire et qui vit une étrange déclinaison du thème de la Belle et la Bête. C'est un récit envoûtant d'Isabelle Botian, dont je vais vous reparler tout à l'heure, et encore un coup de cœur. Alors, il va y avoir aussi la fin d'une histoire assez loufoque que j'avais écrite un peu comme un opéra de papier pour Dana Dimat et qui porte le petit titre de La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. C'est donc le tome 2. C'est l'histoire d'une planète qui un beau jour, hop, s'arrête de tourner, laissant une face brûlée en plein soleil, l'autre face glacée. Mais c'est surtout l'histoire de personnages, des ados à la recherche de leur identité, et voire de leur identité de genre d'ailleurs, puisqu'on a un héritière d'un empire qui s'avère en plus être quelqu'un de passionné par la notion de démocratie. Donc de l'aventure avec pas mal d'humour, pas mal de décalage. C'est un album que j'ai pris un immense plaisir à écrire. Et j'espère que les plus curieux d'entre vous prendront plaisir à s'y plonger. On va glisser maintenant vers les titres qui sont vraiment tout public, accessibles aux plus jeunes, avec le troisième volume du Paris des Merveilles. Le Paris des Merveilles, c'est l'adaptation de la série de romans de Pierre Pével, une adaptation qui a été faite entièrement par Étienne Willem, le dessinateur. C'est un de nos beaux succès. On est dans un Paris de la Belle Époque, le Paris d'Arsène Lupin, le Paris des Brigades du Tigre, mais aussi un Paris où cohabitent des fées, des humains, des ogres. Bienvenue dans le Paris des Merveilles donc, car nous vous y invitons de nouveau, Étienne Willem et moi, pour y suivre les aventures non pas des artilleuses, mais d'un mage, Louis Denisard Hippolyte Griffon, et d'une enchanteresse, Isabelle de Saint-Gilles. Le point le plus délicat pour transformer les romans du Paris des Merveilles en BD, ça a été, comme pour tout roman finalement, de confronter son propre imaginaire à celui des gens qui ont lu et aimé le roman. Parce que forcément, quand on lit un roman, on a soi-même des images qui viennent en tête, et arriver avec sa propre vision en disant « Hey, c'est la bonne vision », c'est extrêmement prétentieux. Donc c'est terriblement, en fait, c'est terrifiant de faire ça. Surtout que c'est un univers, ce Paris des Merveilles, qui a déjà été illustré par des gens talentueux comme Xavier Colette ou Laurent Mini. Voilà, faut en vouloir. Et j'ai bénéficié évidemment de la bienveillance et de la présence de Pierre, voilà, qui m'aiguillait ou qui me disait si j'étais dans la bonne voie ou pas. Donc ça a enlevé beaucoup du stress de cette adaptation. Est-ce qu'il a fallu couper des scènes ? Oui, oui, parce qu'on ne résume pas un roman de 400 pages en une centaine de pages de bande dessinée. Donc oui, il a fallu un petit peu couper, prendre des raccourcis. J'ai été surpris par la bienveillance des lecteurs de Pierre. Une scène très très drôle, c'était au Festival d'Angoulême, où j'avais deux lecteurs qui se bidonnaient dans la file d'attente en se remémorant les remarques d'Azincourt ou les remarques que se balançait Auguste et Lucien. Et quand on voit des lecteurs qui rient pour ça, eh bien, on se dit que voilà, le pari est gagné, on a fait un album qui plaît, un album qui a marqué. Et ça reste un très beau souvenir. C'est drôle, c'est enlevé, c'est tout simplement passionnant.
On a aussi le tome 2 de Nécromant, suite et fin d'une comédie trépidante où un groupe de personnages pas toujours très brillants active des fantômes avec des personnalités pas franchement commodes. Olivier Gay, le scénariste de Nécromant, écrit souvent des histoires pleines d'un humour bizarrement à la fois corrosif et bienveillant. Et moi, ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup ça. Et on pourra le voir dans un autre album cette année, destiné aussi à tous, et particulièrement aux plus jeunes, qui s'appelle Les Apprentis, dessiné par Olivier Boiscomin. Là, c'est l'histoire de jeunes gens, d'ados, chacun apprenti de célèbres personnages, magiciennes, guerriers. On est dans un monde de fantasy assez classique. Mais ces maîtres disparaissent mystérieusement et les apprentis vont partir en quête, se lancer sur leurs traces pour essayer de les retrouver. Et là, ils vont découvrir que les héros qu'ils vénèrent depuis leur enfance ne sont peut-être pas ceux qu'ils croient. Ensuite, on va avoir le troisième tome d'Equinox. Equinox, c'est une série un peu sombre, mais qui plaît beaucoup aux ados, qui est écrite par Aurélie Wellenstein. Ça se passe dans un monde où chaque humain peut se transformer en animal fantastique, mais où la lune va exploser et ça va venir tout bouleverser. Et là, des sœurs de cœur vont lutter pour recréer un équilibre. On est surtout et avant tout sur un récit sur l'identité, parce qu'en fait l'héroïne, c'est une guérisseuse. Mais avec tout ce qui arrive, en fait, on va faire d'elle une sorte de prophète, on va attendre d'elle qu'elle sauve ce monde, qu'elle prenne les armes. Mais est-ce qu'elle a envie de ça? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment une héroïne? Est-ce que je suis une guérisseuse? Est-ce que je suis une fille lambda qui veut juste retrouver mes amis, mes sœurs chéries. Donc on va avoir un enjeu qui va courir sur les 5 tomes, une sorte de grande arche, un grand pont, c'est sauver Equinox. C'est un de nos plus récents succès et c'est une belle histoire mise en image par une dessinatrice espagnole, Aurora Guet. Un autre album après Equinox, écrit lui aussi par Aurélie Wellenstein, et toujours pour les ados. Ça s'appelle Chevaux de foudre. Alors, il faut savoir que Aurélie Wellenstein est passionnée par les animaux en règle générale et par les chevaux en particulier. Donc c'est normal que ce soit un thème récurrent dans son œuvre. Et là, elle est associée avec Béatrice Penkosecki au dessin, qui elle-même se trouve être, en plus d'une dessinatrice de grand talent, une cavalière de haut niveau. Donc elles se sont associées pour nous raconter une histoire qui se passe dans la Rome antique, l'histoire d'une jeune esclave, Thalie, contrainte de travailler pour une écurie qui se livre à des terribles compétitions de chevaux de foudre. Et c'est quoi les chevaux de foudre? Ce sont des animaux fantastiques qui peuvent tuer d'un éclair leurs cavaliers et cavalières. Ce sont des animaux sauvages faits pour vivre en grande liberté et qui là sont malheureusement soumis aux hommes par de mauvais traitements. Et Thalie va se révolter à la fois pour elle et pour les chevaux. Donc c'est un récit complet et Aurélie Wellenstein continue d'explorer le champ du rapport homme-animal avec une grande délicatesse, comme toujours. Alors en 2024, nous allons aussi avoir la fin de la très très chouette série Arcana, avec un troisième et dernier tome, très épais. Arcana, c'est la grande aventure de deux sœurs jumelles qui ignoraient tout l'une de l'autre, qui ne savaient pas qu'elles avaient une sœur chacune, et qui sont plongées dans le monde du tarot, un monde très symboliste, qui est vraiment manié à la perfection par Serena Blasco. Si j'ai voulu travailler sur le thème du tarot, c'est parce que je l'étudie et que je m'en sers depuis des années. Ce qui m'intéresse n'est pas tant le côté divinatoire, c'est plutôt le fait que chaque carte a sa propre symbolique et sa propre personnalité. Elles toutes, elles forment une sorte de quête et c'est ça que j'ai eu envie de raconter. Arcana, c'est un petit peu mon interprétation du tarot. Et j'aime beaucoup cet univers à la fois mystérieux, mystique et magique. C'est une autrice à part.
d'une part, je la connais depuis très longtemps, depuis ses débuts, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi et qui a une personnalité extrêmement forte et qui a signé là un petit bijou qui ne s'adresse pas qu'aux plus petits d'ailleurs, mais qui passionne les enfants dès 12 ans et puis jusqu'à moi, par exemple. Et même tranche d'âge d'ailleurs pour le Jardin des Fées. Le Jardin des Fées avec un troisième tome des aventures de Lucie, une jeune bergère de fées jetée sur les routes de France à la fin du 19e. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bergère de fées? Eh bien, c'est un humain, ou une humaine en l'occurrence, qui protège une colonie de petites fées qui sont un peu comme des abeilles, et parce qu'elles peuvent exaucer un vœu, mais si elles le font, elles en meurent, comme les abeilles qui ne peuvent piquer qu'une fois. Donc elles sont très fragiles, doivent être protégées. C'est une très belle série écrite par Audrey Alouette pour Nora Moretti. Et le duo Audrey Alouette-Nora Moretti, c'est un duo qui a fait ses preuves depuis longtemps avec la très célèbre série Princesse Sarah. J'adore vraiment l'ambiance du 19e siècle, la littérature, toute l'atmosphère un peu ésotérique qu'il y avait à l'époque. Et donc, on s'est pas mal inspiré soit de la mode de l'époque pour les costumes, le choix des ambiances. Évidemment, si on parle des fées et de l'imaginaire féerique, on ne peut pas éviter de penser immédiatement au livre des fées de Brian Froud et Alan Lee, qui a vraiment bouleversé mon adolescence, ainsi que les cinémas d'animation. Ça m'a vraiment beaucoup poussé dans cet univers des magies, des fées, des mystères, des sorcières. C'est un projet que vraiment j'adore dessiner, c'est super agréable. Il y a plein de fleurs, des plantes dont je découvre les propriétés grâce à Audrey qui est passionnée par le jardinage et la botanique. Le Jardin des Fées, c'est une enquête, mais une enquête en costume, donc à la fin du 19e, en pleine campagne. Donc il y aura à la fois toute une partie herboristerie, une partie enquête, une partie journal, une partie féerie. Il y a un côté l'enfance de Béatrix Potter, un côté les fées de Cottingley, la fameuse affaire qui avait secoué l'Angleterre, et il y a un côté bien sûr le jardin secret de Frances Hodgson Burnett. Le Jardin des Fées, c'est un mélange de tout ça. Donc le Jardin des Fées, c'est de 8 à 88 ans, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes très très gros chouchous de l'année à venir, tout simplement. Le tout premier album de ce qui s'annonce comme une très belle série, avec Isabelle Botian au scénario et Anne-Catherine Hott au dessin. Alors, ça s'appelle Léonard. Le premier volume s'appelle La barbe du Ouéran. On est dans un monde médiéval où cohabitent des humains et des animaux anthropomorphes, humanoïdes, mais personne ne parle la même langue, c'est-à-dire que les loups, qu'on appelle les leux, parlent leur grognement, les goupils, les renards ont une autre langue, et puis les humains aussi, et personne ne se comprend. Alors la petite Léonarde, qui est une humaine, tente une formule magique trouvée dans un vieux grimoire qui est censé lui donner le don des langues. Mais elle s'est trompée, échec total, elle se retrouve transformée en fille renard et elle doit fuir le château et les humains avant que ça tourne mal. Mais sa quête demeure la même, c'est faire en sorte que toutes les créatures intelligentes puissent se comprendre. Là, je vais laisser la parole à la scénariste Isabelle Botian. Alors, Léonard, en fait, c'est tout simplement la première histoire un peu sérieuse que j'ai inventée. Et quand je dis la première, c'est que je devais avoir entre 6 et 10 ans. Et en fait, je jouais à Léonard avec mes cousins. Donc, moi, j'étais Léonard, bien sûr. Et en fait, on jouait à ça quand on allait dans la maison familiale dans les Vosges, d'où l'idée d'incorporer du folklore vosgien, notamment le Ouéran, dans cette histoire. Une des choses que j'ai voulu, c'est vraiment d'essayer de renverser un peu les clichés, d'essayer de le faire assez subtilement. C'est pas juste les grands guerriers ou les wannabe guerrières qui changent le monde. Et puis, évidemment, je voulais y mettre de l'humour. J'espère un humour moderne qui peut être un peu farce parfois, mais avec pas mal d'émotions. Et je me suis beaucoup reposée sur le dessin d'Anne-Catherine, qui est vraiment capable de jouer avec les changements de ton et d'humeur, comme ça, enfin avec un grand talent. Pourquoi je suis allée vers elle aussi, c'est parce qu'elle est absolument géniale pour dessiner tout ce qui est animalier.
Donc moi, il a fallu que je trouve exactement vers où je voulais aller graphiquement. Et au bout d'un moment, j'ai décidé que ça allait être très 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 cartoon, ce qui me fait très plaisir. C'est un chouette récit d'aventure, avec beaucoup de comédie. Et c'est très très marrant à dessiner. Je me suis beaucoup marrée en fait en lisant le scénario. J'étais très contente quand Isabelle me disait qu'elle-même riait en regardant les pages de storyboard que je lui envoyais, ce qui est plutôt le signe que ça marchait pas trop mal. Voilà, Léonard, c'est un album passionnant, drôle, intelligent, tout ce qu'on aime. Et pour finir ce tour de 2024, il y aura en fin d'année, comme chaque année, parce que c'est maintenant la tradition chez Draco, le tome 5 du grimoire d'Elfie. Alors Elfie, c'est une série que je coécris avec Audrey Alouette et avec Minnie Ludevin au dessin. Une série qui a déjà touché plusieurs centaines de milliers de lecteurs et de lectrices de tous âges, donc je suis comblé à la fois en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur, évidemment. Le grimoire d'Elfie, c'est l'histoire de 3 sœurs qui parcourent la France dans un bus anglais dans laquelle elles ont installé une librairie ambulante. Et la plus jeune de ses sœurs, Elfie, a découvert qu'elle a hérité de leur mère, disparue, des talents de sorcière. Elle doit écrire des histoires dans son grimoire pour l'alimenter en magie. Et c'est une magie qu'elle va exprimer à travers des origamis qui prennent vie, parce que la magie d'Elfie est une magie de papier. Mais on va découvrir dans les albums qu'il y a d'autres types de magie, puisqu'on a vu au tome 3 par exemple une petite sorcière pâtissière. Dessiner le grimoire d'Elfie, c'est un petit peu avoir la chance de réaliser la bande dessinée que j'aurais adoré lire quand j'étais enfant. Il y a tout ce que j'aime dedans, il y a une héroïne pétillante, une fratrie adorable, des épreuves, des aventures, de la magie, un bus librairie dans lequel j'aimerais vivre, et beaucoup d'émotions dans les scénarios, et donc c'est vraiment un plaisir de travailler sur ce projet. Alors, on a conçu cette série avec sa dimension magie et aventure, mais aussi autour de la cellule familiale reconstituée par les 3 sœurs, qui est particulièrement attachante, et on essaie de faire d'Elfie une série qui est aussi une série réconfortante, une série chaleureuse. Toujours, évidemment, il est question de magie, il est question de famille, parce que le grimoire d'Elfie, c'est un livre où la magie, c'est une affaire familiale, mais où la famille, déjà en elle-même, c'est quelque chose d'un peu magique. On essaye aussi d'y aborder des thèmes de société actuelle. Une des 3 sœurs, Magda, a perdu une jambe, par exemple, dans l'incendie de la maison où leur mère a disparu. Donc elle a une prothèse. Mais on ne fait pas non plus de pathos autour du handicap. Voilà, on essaie d'aborder délicatement pas mal de sujets. Et de la même manière, on présente à chaque épisode, vu que la librairie ambulante se déplace, on présente une région de France et on essaie de présenter les cultures et les traditions un peu diverses de ces régions, sans pour autant faire dans la carte postale ni dans le côté trop traditionnaliste. Nous, c'est une France moderne, une France actuelle, une France réelle qu'on veut montrer aujourd'hui. Et donc, pour cette nouvelle histoire, en 2024, nous partirons dans le Marais Poitevin, sur les traces de Mélusine, de la fée Mélusine. Et Mélusine, il se trouve que c'était aussi le nom de la maman d'Elfie. Voilà, difficile de présenter une maison d'édition et tout son programme d'une année entière en restant synthétique. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que chacun des albums que je publie me passionne, sinon je ne le publierais pas. Mais maintenant, je crois qu'il est temps d'avoir un moment d'échange et je suis à l'écoute de vos questions.